On les prenait pour des fous, les frères. Et la position de Moussa Sissoko est claire. Dembélé est un potentiel ballon d'or et doit être traité en tant que tel. Les gars, là, on revient en 2021 à l'époque où Dembouz devait prolonger avec le Barça. Dembouz avait des exigences que bah forcément les frères les Catalans ne voulaient pas trop... c'est quoi le mot? Exigences que les Catalans ne voulaient pas trop... Oh, j'ai pas le mot. Sur lesquels ils ne voulaient pas trop s'aligner, étant donné que Dembouz, malheureusement, bah, était certes bon quand il jouait, mais pas aussi impactant qu'on l'aurait voulu, pas aussi décisif qu'on l'aurait voulu, et surtout enchaîner les blessures, et ça c'était trop problématique. Et au final, les frères, 4 ans plus tard, Dembélé a bien atteint le niveau qu'on lui attendait, qu'on lui prédisait au PSG, et dans 2 jours, il sera ballon d'or, même maintenant dans une journée. En fait, les gars, je vous promets, je crois que c'est vraiment genre l'histoire la plus spéciale du ballon d'or, genre avoir un jour sur lequel plus personne ne misait une pièce qui finit par être au ballon d'or. Les gars, en fait, c'est tellement dingue. Genre, c'est tellement dingue. En tout cas, on remercie le Barça, hein, nous l'avoir vendu pour 50 millions, surtout qu'ils ont pris que 25 sur les 50. C'est vraiment... Ça a été un cadeau, les frères. Ça a été l'un des meilleurs cadeaux de notre vie. Les supporters des clubs étrangers, car le Barça, le Real, tout ça, vous comprendrez jamais ce que ça fait. Vous n'aurez jamais cette sensation dans le cœur. Vous ne comprendrez jamais ce que ça fait que de voir déjà le club de ta ville prendre une Ligue des Champions, la première de son histoire, mais qui plus est, un joueur français qui a grandi dans ta région prendre son premier ballon d'or et prendre le premier vrai ballon d'or de ton club. Vous ne comprendrez jamais ce que ça fait. Ça, c'est une sensation qui est indescriptible. Le niveau de fierté qu'on a actuellement, les frères, je pense qu'il y a notre prime. Je serais rarement autant fier dans ma vie, je pense. Attendez, je précise d'entrée, vu que je connais déjà les golemons que je vais avoir dans mes commentaires. Ah, mais on a le droit de supporter des clubs étrangers. J'ai jamais dit l'inverse. Vous supportez qui vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais force est de constater que t'as eu cette fierté-là, cette sensation-là, vous ne la connaîtrez jamais. Pouvoir communier avec tous nos frères, tous nos frères supporters dehors, vous ne le connaîtrez jamais. Les gars, ce qui s'est passé, déjà qu'on a pris la C1, même qu'on était qualifié pour la finale, c'était du jamais vu, t'as capté. Mais en plus de ça, hein, supporter un club français, vivre en France et voir qu'un jour français va prendre le ballon d'or, les gars, je vous promets en fait, genre je sais pas comment vous expliquer, hein, mais cette sensation-là, elle est indescriptible. Genre on peut que être fier de ce qu'on a fait, on peut que être fier de ce qu'on a accompli. Surtout que Dembélé, c'est pas un mec qu'on attendait à ce niveau-là, enfin plus maintenant, on l'attendait plus à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. Donc les gars, c'est d'autant plus magnifique, vraiment les frères. Ah, c'est mon prime de supporter, c'est vraiment mon prime de supporter. Par contre, là peut être blessé et incertain pour le Classico de demain, donc ça veut dire on va taper Marseille avec Mbaye sur un côté, on va taper Marseille avec l'équipe Z. En fait, c'est comment les frères? Parce que si on résume bien, demain, t'as Dembélé d'absent, t'as Doué absent, t'as Barcola absent, t'as Joao Neves absent, t'as Beraldo d'absent, tu as... J'en ai oublié, je sais que j'en ai oublié. Enfin bref, t'as pas mal d'absents, et surtout des gros joueurs, des titulaires absents. Et là, on va sûrement les taper avec une attaque, Gonzalo Ramos en neuf, Gvara à gauche, excusez-moi, et Mbaye à droite. On va les taper avec Bébé Mbaye les frères en attaque, ou Maïlou en attaque les gars. En fait, c'est une dinguerie ce qui va se passer demain. T'as vu, moi je vous le dis, les Marseillais... Ça, abandonné maintenant. Défaite sur tapis vert, c'est pas grave. Ça met 3-0, t'as vu la différence de but au goal average. Parce qu'en fait, vous allez vous faire humilier avec qui plus est des titis parisiens dans le 11, t'as capté. Parce qu'en plus, je pense qu'Enrique va un peu faire tourner. Il y aura sûrement Warren titulaire. Il va caler un bail et ou Maïlou. S'il cale les trois, là, c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, c'est le prime. C'est le prime du divertissement, en fait. Se dire que Mbaye va sûrement faire son premier match référence contre Marseille, les gars, en vrai, ça me... Ouais, ça me donne du baume au cœur finalement. Genre, je crois l'humanité finalement. Mams Punch, supporter du Grand Paris Saint-Germain, vainqueur de Ligue des Champions, 5-0 en finale, ben oui. Et la Super Coupe d'Europe aussi, ben oui. Un jour, vous allez être obligé de respecter Dembélé. Et ce jour-là, j'aurai enfin gagné. Le 10 février 2024 à 21h55. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 septembre 2025. Et attendez, il y a eu une conférence de presse, les gars. L'entraîneur du Barça a parlé. Il a dit qu'il croit que Lamine gagnera le Ballon d'Or un jour. Mais que pour l'instant, il faut y aller, respecter le vainqueur et le trophée. Bah alors, ceux qui étaient dans mon espace commentaire, qui me criaient dedans, parce que je disais qu'Ousmane Dembélé allait être au Ballon d'Or depuis le 31 mai 2025, je ne cesse de le dire, vous êtes où? S'il vous plaît, revenez dans mes commentaires, qu'on discute encore une dernière fois, avant le lundi 22 septembre 2025. Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or. Et j'en aurai fini avec ce sport. J'ai gagné la Ligue des Champions le 31 mai 2025. Je vais gagner le Ballon d'Or le lundi 22 septembre 2025. J'ai tout gagné. Je suis obligatoire. C'est comme ça, c'est la vie. Le joueur de ma vie entière va prendre le Ballon d'Or.
Le monsieur qu'on a tant critiqué quand il a signé au Paris Saint-Germain va prendre le ballon d'or. Et ça, moi, je le savais depuis le début. Allez, baby. Vous savez que c'est dans l'intérêt de France Football et de la cérémonie du Ballon d'Or que Achraf le remporte. Parce que c'est ça leur but à eux. Quand ils créent tout ce suspense et tout, c'est pour qu'on soit scotché devant la télé. Mais qu'en plus, une fois que le gagnant a été nommé, bah que ça fasse un bordel médiatique. Mais en réalité, une fois qu'il y a un gagnant, voilà, c'est tout. Content, la toile sur Twitter, tout ça. Même Karim Benzema, Ballon d'Or du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez une seconde, si Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or? Mais la ferveur qu'on va mettre, mais tous les Marocains du monde vont sortir. Vous ne comprenez pas ça, vous, en fait. Les Marocains de Belgique, de France, d'Espagne, d'Italie, de France, Allemagne, États-Unis, Australie, partout, on est partout. Ça veut dire que ça va devenir un truc de fou, invitation du roi et tout. Oh, gros, laisse tomber. Ça veut dire, tu vois, il va venir, la foule au Maroc, tout ça. Laisse, ça va être un truc de fou. Alors que frère, quand il y a un ballon d'or, c'est tout, le gagnant il est là, puis c'est tout, tu vois, dans les rues, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il se passe rien, tu vois, c'est tout. Il a gagné, félicitations. On dirait un trophée pour Bourges, tu vois. Et en fait, ça perd en hype, que vous vouliez ou non. Là, on va le hyper à mort, et ils le savent très très bien. Très bien. Bon les amis, demain soir comme vous le savez c'est quoi? Demain soir évidemment c'est Classico. Le PSG se déplace au Vélodrome avec une jambe en moins et j'ai hâte de voir avec plein d'absents comment on va les manger. Avec tout le respect que je leur dois, le PSG se déplace quand même à Marseille sans Ousmane Dembélé, notre meilleur joueur, le futur Ballon d'Or, l'un des meilleurs joueurs de la planète, notre joueur offensif numéro 1, tout simplement, rien que ça. Sans Désiré Doué non plus, notre pépite. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Je pense pas. Sans João Neves qui s'est blessé contre l'Atalanta en Ligue des Champions, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ça fait beaucoup quand même. J'oublie d'ailleurs Lucas Beraldo, hein, qui est absent aussi, mais bon, comme c'est pas un titulaire indiscutable, j'en parle pas. On a appris aujourd'hui que Bradley Barcola était incertain. Waouh! Mais ce qui est dingue, les gars, c'est que même avec 3 titulaires en moins, voire 4, on va quand même les taper chez eux. C'est fou de se dire ça quand même. Ouais, parce que les Marseillais, avec tout le respect que je vous dois, j'ai vu les matchs depuis le début de l'année. On est au-dessus. De très loin. Alors on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, évidemment, parce que perdre ce Classico, ce serait un coup dur, surtout dans la forme dans laquelle on est vraiment bon. Regardez le match contre l'Atalanta. Mais honnêtement, je ne nous vois pas perdre. Vu la forme de nos joueurs, Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha... Non les gars, c'est trop. Kvara, même Ramos doublé d'ailleurs dimanche. Alors je sais pas quel scénario vous voyez pour ce match, mais moi je vois une belle victoire du PSG. L'OM va s'imposer face au Paris Saint-Germain. Il y a tous les voyants qui sont au vert. Marseille fait un bon début de saison. Ils sortent d'un très bon match face au Real Madrid. Ils ont tenu tête aux Madrilènes jusqu'à la fin. Ils méritaient même d'aller chercher le point du nul, franchement. Et il y a plein de petites choses du côté du Paris Saint-Germain qui vont laisser penser aux Marseillais que tout est possible dimanche soir face à ce Paris Saint-Germain-là qui est quand même décimé de pas mal de joueurs. Parce que oui, João Neves est sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame et il sera donc forfait pour le Classico face à l'Olympique de Marseille. Au passage, bon rétablissement parce que c'est un super joueur. Mais en plus de ça, Paris n'aura pas Ousmane Dembélé, blessé avec l'équipe de France, n'aura pas Désiré Doué, blessé également avec l'équipe de France, et également Lucas Beraldo. Bon, lui, c'est un remplaçant plus qu'un titulaire, mais il est également blessé. Alors si l'Olympique de Marseille veut aller chercher quelque chose cette saison en Ligue 1, il va falloir passer par ce match-là. Parce que Marseille a clairement les armes pour lutter face à ce Paris Saint-Germain-là. Surtout que Paris a des blessés. Paris va faire un petit peu tourner son effectif parce qu'il y a eu quand même la Ligue des Champions cette semaine. Même si ça reste un classico, il y aura un petit peu de turnover, je pense. Donc Marseille a vraiment toutes ses chances et peut enfin remporter un match face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Ça fait tellement de temps que les Marseillais l'attendent et je pense que dimanche soir, donc demain, Marseille va créer la sensation et s'imposer face au Paris Saint-Germain. Le classique opposant l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain prévu demain soir pourrait être annulé. En effet, des orages sont prévus à Marseille et cela pourrait avoir une incidence sur le match. Au siège de la LFP, l'hypothèse d'un report reste envisagée. D'après Météo France, la météo pourrait se détériorer en début de soirée avec des pluies accompagnées de violents orages. C'est clairement dommage, on avait des joueurs comme Lucas Chevalier qui étaient plus que motivés d'aller gagner et prendre encore plus l'avantage que ce qu'on a déjà au Vélodrome. Il nous disait: j'ai hâte, j'ai déjà joué au Vélodrome avec Lille, mais Marseille PSG c'est une autre histoire. Enfant, je rêvais de ce duel, l'ambiance est hostile mais j'aime ça.
En plus de ça, notre effectif était déjà prêt. Warren Zaïre-Emery était déjà prêt à remplacer Joao Neves. On allait avoir un trio Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Et en ce moment, on l'a vu, Warren Zaïre-Emery revient de mieux en mieux. Et pareil, pour remplacer Barcola qui a eu des gènes et qui n'a pas pu s'entraîner complètement aujourd'hui, Gonzalo Ramos devrait être titulaire. Malheureusement, il y a de fortes chances que le match soit reporté. Alors est-ce qu'il sera reporté d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ça, on n'a aucune information à ce niveau-là. La LFP devrait prendre sa décision demain, en vue de l'amélioration ou pas des conditions météorologiques. On espère tous que malgré tout, le match pourra bel et bien avoir lieu. Si certains doutaient encore que Luis Enrique était le meilleur entraîneur du monde, là, il n'y a plus de débat. Marquinhos l'a expliqué en conférence de presse. Pour nous apprendre à jamais contester les décisions de l'arbitre, Luis Enrique fait exprès de siffler les mauvaises décisions à l'entraînement. Il a tout compris. Il le sait que le Paris Saint-Germain est l'une des équipes les plus désavantagées en termes d'arbitrage en Europe. Et il sait très bien que le PSG ne doit plus attendre quelque chose de la part des arbitres, car dans tous les cas, ils seront toujours contre eux. Et bref, Marquinhos a terminé en disant « L'équipe peut surmonter toutes les circonstances d'un match, c'est grâce à Luis Enrique qui s'intéresse à tous les détails. » Ça me fait penser à cette interview qu'il y a eu il y a quelques mois, lorsqu'il y avait les tirages pour la Coupe du Monde des clubs, et Luis Enrique a demandé quel est le meilleur club brésilien, parce qu'on va l'affronter. Et ils ont dit, voilà, Botafogo, c'est le meilleur club brésilien. Luis Enrique a répondu, vous êtes sûr qu'on va les affronter parce qu'on n'a pas de chance dans les tirages. Et on en vu encore pendant les tirages de Ligue des Champions, le PSG se tape les pires équipes, les pires tirages, tout le temps, encore et toujours. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai compris que le PSG allait faire quelque chose de sale cette saison. Où ils ont commencé 4-0 contre l'Atalanta. C'est quand ils ont eu cette réaction, après avoir vu qu'ils affrontaient le Barça, le Bayern et tous les autres clubs qui vont affronter en phase de ligue. Et oui, Luis Enrique et le PSG n'attendent plus rien de la part des arbitres forcément, et même de l'organisation, parce qu'ils n'ont jamais de chance, et ils vont tout faire tout seuls. Lundi, on connaîtra le futur nom du Ballon d'Or. Lundi, là, tout de suite. Et aujourd'hui, on a posé la question à Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il est, selon lui, le meilleur joueur du monde actuellement? Voici sa réponse. Je ne sais pas si je suis le meilleur joueur du monde. Il y a beaucoup de bons joueurs dans le football. Meilleur joueur du monde, c'est un grand mot. Et vous, les amis, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur du monde? J'ai jamais compris la hype Yamal Ballon d'Or. Regardez contre qui il a été décisif en LDC. Il y a un grand club d'Europe, et allez, 2 avec Dortmund. Seulement 2 grands clubs d'Europe. Et vas-y, tu peux compter l'Inter, mais il n'a pas gagné contre l'Inter. Il n'a pas vraiment été décisif à l'Inter. Regardez Dembélé contre qui il a été décisif. 1 grand club d'Europe, 2 grands clubs d'Europe, 3, 4, 5, 6. 6 grands clubs d'Europe. Et encore, je compte pas Tottenham, on peut pas dire que c'est un grand club d'Europe, et Aston Villa non plus. Parce que c'est pas des habitués de la LDC. Compte 6 grands clubs d'Europe, et là 2. Comment vous pouvez bien dormir la nuit? Comment vous pouvez dire qu'il y a mal et il mérite le Ballon d'Or? Comment vous faites? Je comprends pas. Mais comment vous faites? C'est quoi votre calcul pour dire qu'il y a mal? C'est un Ballon d'Or incontestable. Je comprends pas. I don't understand. Ils sont ceux qui disaient, ouais, si tu gagnes pas avec des champions, tu peux pas avoir le Ballon d'Or. Ouais, pour gagner le Ballon d'Or, t'es obligé de prendre avec des champions, d'accord? Regardez qui va donner le Ballon d'Or cette année. Regardez, les gars. Ronaldinho. Rappelez-vous, les gars, c'était à 20 ans d'ici, c'était en 2005. Ronaldinho, quand il prend son Ballon d'Or, il gagne avec des champions ou pas? Je pose la question, les gars. Est-ce que Ronaldinho, un des Ballons d'Or les moins incontestés de l'histoire, tout le monde était d'accord pour dire qu'il méritait ce Ballon d'Or, personne n'a réclamé quoi que ce soit. Sur en plus de ça, la meilleure finale de l'histoire de Ligue des Champions, l'année du miracle d'Istanbul, où Liverpool gagne cette Ligue des Champions, où Steven Gerrard est homme du match de cette Ligue des Champions, les frères. C'est Ronaldinho qui prend le Ballon d'Or. Voilà, les gars. Alors, ok, peut-être Dembélé va prendre ce Ballon d'Or, peut-être, c'est possible. Mais votre argument de ouais, mais si tu gagnes pas avec des champions, tu vas prendre le Ballon d'Or, c'est un argument pour moi qui est très malhonnête, les frères. Et pour moi, quoi qu'il arrive, les frères, quoi qu'il arrive, là actuellement, Yamal restera le joueur qui aurait le plus mérité en termes de football. Si on parle de football de qualité intrinsèque, si on parle d'aspect marquant du joueur, les critères les plus importants normalement du Ballon d'Or, Yamal méritait, au même titre que Ronaldinho à l'époque, il n'avait pas besoin de prendre la Ligue des Champions pour que tu vois sa classe, que tu vois son talent, tout simplement, les gars. Pour vous, cette image est normale car vous voyez un duel entre Nicolas Nkoulou et Javier Pastore à droite. Sauf que pour tout supporter marseillais, cette image représente juste la dernière victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 au Vélodrome. Je ne compte pas bien évidemment la victoire en Coupe de France, il y a eu cela 2 ans sous l'époque Igor Tudor. Et je ne parle pas non plus de la victoire de l'OM sur le PSG en retour de Covid avec un but de Thauvin en 2020.
Donc cela fait bien 14 ans que l'OM n'a pas gagné au Vélodrome en Ligue 1 face au PSG. Ça veut dire que la dernière fois que j'ai vu l'OM battre le PSG, et en plus ce match je m'en souviens bien parce que c'était l'un des seuls matchs où mon père me laissait l'opportunité de voir la deuxième mi-temps. Ça veut dire que depuis mes 11 ans, je n'ai vu aucune victoire de l'OM au Vélodrome en Ligue 1. Ah mais c'est trop grave. Que ce soit le 5-1 qu'on prend l'année où ils se prennent la remontada là, le 3-0 à la mi-temps de la saison dernière, ou encore la clim qu'a installé Cavani en 2017. Ça c'est l'un des pires souvenirs en tant que supporter de l'OM. Il y avait des choses qui se passaient dans ces matchs insensés. Par exemple, l'enroulé lucarne opposé de Blaise Matuidi en 2015 face à l'équipe de Marcelo Bielsa. Ou encore ces soi-disant défaites encourageantes où, ouais, ils se sont bien battus, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, nanani nanana. Alors tout ce que je demande demain, c'est la victoire et rien d'autre. Pas de défaite encourageante ou de match nul encourageant, ouais, ils se sont bien battus, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, nanani nanana. Non, c'est bon. C'est bon, on est fatigué. En fait, toi, tu vas faire un gros match et après, bim, absence pendant 7 ou 8 matchs. Poto, waouh, waouh, Geoffrey, frérot, bon rétablissement, bien entendu. Après cette grosse performance à Madrid, bim, tu nous lâches pour le Classico. Voilà. Bon, eux aussi, ils ont beaucoup d'absents. En plus, je viens de voir apparemment Barcola, peut-être incertain, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais non, Geoffrey, non, t'es pas stable, poto, t'es pas stable. Et sinon, Luis Castro, Fidel Castro, Calagastro, tu vas le respecter maintenant, la Luis? Est-ce que tu vas le respecter, la Luis? Est-ce que tu vas respecter le poto? Hein? Avant qu'on t'envoie une équipe là, du GPO, HSC Gang City. Poto, respecte Youssef El Arabi, frère Zama, tu veux en faire ton troisième attaquant. Ça fait 2 matchs que tu le fais pas rentrer. Et là, bim, t'allais partir encore sur une défaite. Tu le fais rentrer, bim, il marque. Et oui, respect, poto. Respecte la calache marocaine. Et oui, Nantes qui était en train de perdre 2-1 dans le derby Rennes-Nantes. Voilà, mener 2-0 les Rennais. Voilà, réduction du score de Ludovic Blas. Et c'est qui? Bah, c'est le poteau qui rentre. C'est le poteau qui rentre. Et bim, il éteint la cage. Respectez ce poteau. Je comprends mieux la sortie d'Olivier Létang sur les dirigeants de l'OM par rapport à Zegrova cet été. Tout est expliqué. Il a pris la parole en conférence de presse et ce qu'il a dit, c'est une dinguerie. Nous aurions souhaité que Chancel nous rejoigne il y a 1 an. J'ai appelé plusieurs fois le président de l'OM, mais il nous a dit 2 fois qu'il ne bougerait pas. J'ai toujours aimé cette force qu'il monte sur le terrain en parlant de Chancel. Il y a eu beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés. Quand vous avez un joueur avec ce vécu interdit pendant 1 an de compétition en club, il y a beaucoup d'émotions. Et tout s'explique en fait. Je me rappelle les supporters marseillais quand vous disiez qu'Olivier Létang c'est un hypocrite. Tous les clubs passent par les joueurs, etc. Vous voyez que non en fait. Vu que lui, il a directement essayé d'appeler Longoria, mais c'est Longoria qui lui a fermé la porte. Donc en fait, moi je comprends totalement sa position par rapport à Zegrova. Il a juste rendu la monnaie de sa pièce à l'OM. Et franchement, bravo. Et en plus, vous, les gars, en fait j'avais trop la vision. Quand je vous disais que je voyais trop Mbemba au LOSC, il y est 1 an après. En fait, déjà en sous-marin, il bossait déjà à sa venue. Dites-vous que par orgueil, l'OM a préféré ne pas faire jouer Mbemba que de nous le lâcher. C'est un truc de fou.